Quand on pense aux dangers de la préhistoire, l'image qui surgit dans nos esprits est souvent celle d'une course effrénée à travers la jungle. Un être humain haletant, pourchassé par une créature colossale aux crocs aiguisés comme des lames. Le feu vacille au fond d'une caverne. Le vent glacé hurle entre les montagnes, et la peur colle à la peau comme une ombre. C'est l'image classique, brute, primitive, hérissée de griffes et de dents. Pourtant, ce que peu de gens imaginent, c'est que la menace la plus terrible ne venait pas toujours des fauves. Ce n'était ni le lion des cavernes, ni le tigre à dents de sabre. Pendant une longue période de notre évolution, la Terre n'appartenait pas uniquement à Homo sapiens. Nous partagions le monde avec nos cousins. Les Néandertaliens, les Denisoviens, l'Homo floresiensis et d'autres encore que nous commençons à peine à découvrir. Mais un groupe en particulier se distingue, non seulement par les outils et les ossements qu'il a laissés, mais aussi par les questions troublantes qu'il continue de poser. Des questions sur la violence, sur la soif de pouvoir. Ce groupe, c'est Homo heidelbergensis, probablement notre dernier ancêtre commun avec les Néandertaliens, et peut-être même les Denisoviens. Ces humains ont parcouru l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale entre 700 000 et 200 000 ans avant notre ère. À une époque où le climat terrestre était l'un des plus extrêmes jamais connus. Imagine des glaciations qui effaçaient toute trace de vie en Europe, ou des sécheresses brutales qui réduisaient à néant les rivières africaines en quelques générations. L'eau, la nourriture, l'abri, tout devenait un luxe. Et pourtant, Homo heidelbergensis n'a pas disparu. Il a évolué. Il s'est transformé en une créature tirée d'un cauchemar. Épaules larges, os massifs, taille comparable à la nôtre, et un cerveau presque aussi grand. Ils avaient des outils. Ils savaient vivre en groupe. Leur intelligence était impressionnante. Ils n'ont pas dominé le monde par hasard, mais par le sang, la stratégie et une détermination implacable. Le monde d'Homo heidelbergensis n'était pas fait pour les faibles. C'était une arène gigantesque où chaque coin pouvait signer la mort. Ils partagèrent leur territoire avec des bêtes capables de tuer un humain d'un seul coup. En Afrique, des hyènes préhistoriques géantes, des félins aux canines sabres comme l'Homotherium, et des crocodiles si énormes qu'ils ne survivent aujourd'hui que dans les cauchemars ou les fossiles. En Europe, des lions des cavernes plus grands que n'importe quel lion moderne, des ours au museau court mesurant plus de 3 mètres de haut, capables d'éliminer 3 hommes d'un seul revers de patte. Dans les régions plus froides, la menace venait de meutes de loups, de sangliers géants, appelés mégaboires, et même de mammouths. Dans ce monde, une simple blessure, un faux pas, signifiait souvent la mort. Mais au cœur de toutes ces ombres et de ces crocs, une menace encore plus redoutable se dressait, l'être humain lui-même. Il est fort probable que Homo heidelbergensis ait été la première espèce à chasser ses semblables. Ce n'est pas une métaphore, ni une légende, il y a des preuves concrètes. Des crânes fracturés, des os brûlés, des marques de coupures faites avec des outils en pierre, à des endroits du corps qui n'ont rien à voir avec des rites funéraires. Il ne s'agit pas de respect pour les morts. Ces marques murmurent quelque chose de plus sombre. Au début, les chercheurs ont cru à des actes désespérés, nés de la famine ou de crises extrêmes. Mais les preuves sont revenues, encore et encore, en Europe, en Afrique. Et une question glaçante a surgi. Et si Homo heidelbergensis n'était pas seulement une proie? Et s'il avait été aussi un prédateur? Un chasseur d'hommes délibéré. Ce n'est pas un récit de science-fiction. C'est le début de notre histoire. Ces êtres savaient allumer un feu d'une main et brandir une hache de l'autre, capables de compassion à l'aube et de tuer sans remords à la nuit tombée. Si cela est vrai, alors les racines de la guerre, du conflit organisé, ne sont pas nées avec les empires anciens, mais dans l'ombre de nos ancêtres. Les premières graines du sang et du pouvoir ont germé dans la préhistoire, profondément enfouies sous la terre et dans la nature humaine. Et il n'existe pas d'endroit qui révèle cela plus clairement que la Cima de los Huesos, le puits des ossements, un nom chargé de légendes, dissimulé dans les montagnes d'Atapuerca, au nord de l'Espagne. Ce n'est pas un site archéologique comme les autres, c'est un cimetière silencieux, où plus de 7000 fragments osseux humains ont été retrouvés, appartenant à au moins 28 individus. Tous étaient des Homo heidelbergensis. Mais pourquoi ont-ils fini au fond de ce puits sombre? Pourquoi leurs corps ont-ils été jetés là, sans trace d'enterrement ni de rituel? Le crâne surnommé crâne 17 présente 2 fractures mortelles,
causée non par un accident, mais par une violence intentionnelle. 2 coups, comme si l'agresseur avait voulu s'assurer que la victime ne se relèverait jamais. Et à côté des ossements, un objet étrange, une hache en quartz, travaillée avec une précision remarquable, tellement belle qu'elle ressemble plus à une offrande qu'à un outil. Les chercheurs l'ont surnommée Excalibur, non à cause de la légende, mais pour le mystère qu'elle incarne. Mais si tu crois que l'obscurité ne hantait que l'Europe glacée, tu te trompes, car à des milliers de kilomètres de là, dans les terres arides et craquelées de la vallée de l'Awash, en Éthiopie, le berceau même de l'humanité, un autre mystère chuchote des vérités que l'on refuse d'accepter. En 1976, des archéologues ont découvert un crâne ancien qu'ils ont baptisé le crâne de Bodo. Ce fossile, âgé de plus de 600 000 ans, appartenait probablement à un Homo heidelbergensis. Et ce n'est pas un simple vestige, c'est une histoire sans fin. Sur la surface de l'os, on trouve de nombreuses incisions nettes, clairement faites avec des outils de pierre. Ce qui intrigue, ce n'est pas leur existence, mais leur emplacement. Les coupures se concentrent autour des principaux points d'insertion musculaire. Cela ne peut être l'œuvre d'un accident ou d'un animal. C'est une action systématique, délibérée, précise. Quelqu'un a soigneusement retiré la chair du visage et du crâne peu après la mort de l'individu. Pourquoi ? Voilà la question à laquelle, plus de 40 ans plus tard, personne ne peut encore répondre avec certitude. Certains chercheurs pensent à un ancien rite funéraire, une manière symbolique de libérer l'âme du défunt. Mais d'autres, plus froids, osent une hypothèse plus dérangeante, le cannibalisme. Ce qui rend cette idée encore plus troublante, c'est l'absence quasi totale d'ossements animaux sur le site. Aucun signe d'un lieu utilisé pour préparer de la nourriture. Alors si les seuls os retrouvés sont humains, la question devient inévitable. Nous sommes-nous dévorés entre nous ? Pas par rituel, par nécessité. Si cela est vrai, alors l'obscurité de notre passé ne s'arrête pas aux grottes froides du nord de l'Europe. Elle remonte plus loin encore, jusqu'aux origines même de notre espèce, là où les premiers pas humains ont été imprimés dans la terre rouge d'Afrique. Mais les traces de cannibalisme ne se limitent pas à Atapuerca ou à Bodo. À mesure que les archéologues exhument les strates profondes du temps, un motif plus vaste commence à émerger. Un motif troublant. En Afrique de l'Est, au nord du Kenya, une découverte. Un tibia vieux de plus de 1 500 000 d'années, portant des marques nettes de découpe, comme si la chair avait été soigneusement retirée. S'agirait-il de l'un des premiers cas de cannibalisme jamais enregistrés ? Nous ignorons encore quelle espèce en est responsable. Mais une chose est claire. Les interactions entre les premiers hominidés étaient bien plus complexes que ce que l'on croyait. Et une question glaçante surgit. Si ce n'était pas par faim, alors pourquoi ? Des chercheurs ont estimé la valeur énergétique de la chair humaine. Résultat, elle est bien moins calorique que celle des grands animaux de l'époque, comme les mammouths ou les bisons. La théorie de la survie immédiate vacille. Peut-être ces actes avaient-ils une autre dimension ? Punition, vengeance, domination, ou même rituel. Certaines blessures sur des crânes anciens sont répétées, méthodiques, intentionnelles. Des marques qui suggèrent une compréhension profonde non seulement de la mort, mais aussi de sa signification symbolique. Homo heidelbergensis n'était pas qu'un chasseur. Il était un penseur, un créateur. En Allemagne, à Schöningen, on a retrouvé des lances de bois vieilles de 300 000 ans, taillées avec une précision étonnante, un centre de gravité idéal, conçu pour la chasse à distance, de véritables javelots. En Éthiopie, des pointes de pierre fixées à des lances remontent à plus de 280 000 ans, bien avant l'apparition de l'Homo sapiens. Cela exigeait non seulement une habileté motrice, mais aussi un esprit abstrait, capable de transmettre un savoir. Et même les os des animaux ont été transformés en outils. Dans la gorge d'Olduvai, en Tanzanie, des outils osseux vieux d'1 500 000 d'années montrent une sélection réfléchie des matériaux, une transformation technique, un usage organisé. Ce n'était plus l'instinct, c'était la culture, la technologie, l'intention. Et alors, une vérité devient impossible à ignorer. Dans un monde de lutte, de sang et d'os brisés, ce qui a évolué, c'est l'intellect. Mais ce n'est pas tout. Au milieu de cette brutalité, une autre histoire se dessine, en silence. Une histoire plus fragile. Celle du soin, de l'attachement, de la première étincelle de ce qui allait devenir. La société. Étudier Homo heidelbergensis, ce n'est pas seulement regarder un passé fossilisé.
c'est écouter les premiers battements d'un cœur social. Ils vivaient en petits groupes, 15 à 30 individus, des communautés liées par le sang, le partage, la survie. Et dans ces cercles humains, un jour, quelque chose d'inédit s'est produit. Dans un site préhistorique, on a trouvé les ossements d'un individu atteint d'une grave malformation du bassin. Il ne pouvait marcher seul. Et pourtant, il a vécu plusieurs années. Quelqu'un l'a nourri, protégé, porté, sans rien attendre en retour. Pourquoi ? Par compassion, par lien. Parce que ce jour-là, Homo heidelbergensis a cessé d'être seulement un animal. Il est devenu humain, non pas par le feu, ni par les armes, mais par l'amour donné à celui qui ne pouvait offrir que sa présence. Ce fut le geste le plus ancien d'empathie. Et l'empathie est à l'origine de tout. Les mythes, les religions, les rêves et les sociétés. Alors, qu'est-ce qui nous rend vraiment humains ? Ce ne sont ni les os, ni les outils. C'est la décision de ne pas nous abandonner. Même dans un monde où la vie et la mort peuvent tenir à une seule chute. Mais là où il y a union, il y a aussi tension. Le lien entre les premiers humains était à double tranchant, un bouclier, mais aussi une source de conflit. Homo heidelbergensis n'était pas un prédateur solitaire. Il partageait, il coopérait. Mais même dans les groupes soudés, la friction était inévitable. Le crâne 17, découvert à Atapuerca, en est la preuve. 2 fractures presque identiques. Ce n'était ni un accident, ni un animal. C'était une violence humaine. Exécution ? Punition ? Colère ? Nul ne sait. Mais cela soulève une autre question. Existait-il déjà des règles ? Une forme primitive de justice ? Les traumatismes répétés sur plusieurs squelettes suggèrent que le conflit social ne faisait pas exception. Il faisait peut-être partie intégrante de la vie. Et avec l'augmentation de la population, les tensions montaient. Les frontières se chevauchaient. Les routes migratoires, les points d'eau, les zones giboyeuses devenaient des trésors à défendre. Dans plusieurs sites d'Europe et d'Afrique, on trouve des signes d'occupation répétés sur les mêmes territoires. Certains groupes revendiquaient peut-être la terre, et parfois, ils étaient prêts à se battre pour elle. La guerre, entre humains, ne serait donc pas une invention récente. Elle serait aussi vieille que nos premières lances. Et tout cela, tout ce feu, ce sang, ces gestes de soin et ces actes de rage, nourrissent une même vérité. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, mais nous avons toujours été capables de nous blesser. Et c'est peut-être là, dans cette tension fragile entre la violence et l'amour, entre la destruction et la coopération, que commence véritablement l'histoire humaine. Les blessures par coups violents sur les crânes retrouvés à Bodo et à Cône montrent que cette violence n'était ni un cas isolé, ni limité par l'âge ou le sexe. Elle pourrait être le fruit de razzias, de conflits territoriaux ou de vengeances entre clans. Et comme si cela ne suffisait pas à rendre leur monde complexe, il y a un autre élément qui rapproche encore davantage Homo heidelbergensis de ce que nous sommes aujourd'hui, le langage. Même si aucune preuve directe de leurs paroles ne nous est parvenue, l'étude des os du pouce à Castel di Guido, en Italie, ainsi que celle de la base de leur crâne, suggère qu'ils étaient capables de produire des sons complexes. Si l'on ajoute à cela un volume cérébral compris entre 1200 et 1300 cm3, leur maîtrise des outils et leur vie en groupe, tout pointe vers une capacité de communication étonnante. Ils savaient transmettre des idées, signaler une proie pendant la chasse, apprendre à leurs enfants à fabriquer une lance. C'était déjà de la culture. Et cette culture semble s'étendre à leur rapport à la mort. Les corps découverts reposaient dans une chambre profonde, accessible uniquement par un passage dangereux, comme s'ils avaient été déposés là intentionnellement. Était-ce une manière pratique de se débarrasser des cadavres ? Peut-être, mais cela pourrait tout aussi bien représenter l'un des premiers rites funéraires, un indice de conscience face à la perte, à la fin de la vie, quelque chose de plus que l'instinct. Ainsi, derrière chaque entaille, chaque fracture, chaque pierre taillée, nous n'entendons pas seulement l'écho de la violence, mais la première voix d'une civilisation. Une civilisation sans nom, mais dont nous sommes les descendants. Et à mesure que nous déchiffrons les os, les outils, les gestes, une vérité s'impose peu à peu. Homo heidelbergensis n'était pas un simple chapitre dans l'histoire humaine. Ils furent le seuil entre l'instinct et la conscience, entre la bête et l'être humain. Ils étaient une espèce au bord de la transformation, et les lances de Schöningen en sont les témoins. Des armes conçues non seulement pour chasser les animaux, mais peut-être aussi pour se retourner contre leurs semblables. Homo heidelbergensis
n'était pas seulement un chasseur habile. Dans ses heures les plus sombres, il a aussi chassé les siens. Mais ce qui le rend unique, ce n'est pas l'instinct, c'est la contradiction. Il savait coopérer mais aussi trahir, protéger mais aussi tuer, bâtir une communauté, mais aussi la détruire de l'intérieur. En eux vivaient déjà les premiers fragments de la confiance, de l'empathie, de la rancune, de la vengeance, et peut-être même de l'amour. Une société loin d'être parfaite, mais déjà assez profonde pour mériter le nom d'humaine. Homo heidelbergensis occupe une place cruciale dans l'évolution. Il forma le pont entre Homo erectus et les espèces humaines suivantes, les Néandertaliens, les Denisoviens et nous. Homo sapiens est apparu il y a environ 700 000 ans. Il portait en lui les traits du passé et les promesses du futur. Un grand crâne, un corps robuste, des outils sophistiqués, tout annonçait une formidable capacité d'adaptation. Des savanes africaines aux forêts froides d'Europe, cette dispersion a favorisé la diversification. En Europe, ils sont devenus néandertaliens. En Asie, Denisoviens. En Afrique, nos ancêtres directs. Et même si le nom de heidelbergensis ne figure plus sur aucun registre, leurs traces vivent encore en nous. Entre 1 et 3% de l'ADN des populations non africaines vient des néandertaliens. Certaines populations d'Océanie portent jusqu'à 4% de gènes dénisoviens. Ces fragments anciens nous aident à résister au froid, à renforcer notre système immunitaire, à influencer la pigmentation de notre peau et la manière dont nous assimilons l'oxygène. Ce qui signifie que nous ne descendons pas uniquement d'Homo sapiens. Nous sommes les héritiers d'une famille complexe, d'un réseau génétique et culturel tissé au fil de centaines de milliers d'années. Les archives archéologiques montrent qu'ils ne vivaient pas seulement par instinct. Ils savaient organiser leurs habitats, maîtriser le feu, construire des abris. Les lances parfaitement équilibrées de Schöningen révèlent une pensée stratégique à long terme. Ces gestes ont jeté les fondations culturelles des espèces humaines qui ont suivi. Puis, ils ont disparu. Non pas à cause d'un cataclysme brutal, mais sous l'effet d'un enchaînement lent et implacable de changements, un climat de plus en plus extrême, une raréfaction des ressources, et enfin, la rencontre avec leurs propres descendants. Homo sapiens venu d'Afrique a monté vers le nord. Les Néandertaliens ont tenu bon en Europe. Les Denisoviens se sont installés sur les hauts plateaux asiatiques. Et Homo heidelbergensis a été repoussé. Il n'a pas été vaincu parce qu'il était faible, mais parce que ses enfants sont devenus plus rapides, plus intelligents, plus interconnectés. Mais personne ne peut effacer leur nom de l'histoire. Car en chacun de nous subsiste une petite part, minuscule, mais essentielle, qui leur appartient. Et peut-être, dans nos comportements, nos émotions, nos conflits d'aujourd'hui, résonne encore l'écho de ceux qui ont franchi la frontière entre l'instinct et l'humanité. Alors, la prochaine fois que tu te demanderas ce qui rend vraiment l'humain spécial, souviens-toi que la réponse ne se trouve pas uniquement dans le futur. Elle est aussi tapie dans les ombres les plus anciennes, là où une espèce sans nom a accompli l'impensable. Choisir d'aimer et de blesser en même temps. Et peut-être, juste peut-être, qu'à la fin, le chasseur est devenu la proie. Si tu nous as accompagnés jusqu'ici, merci. Non seulement pour ton temps, mais pour avoir osé plonger ton regard dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine. Là où nos ancêtres ont laissé non seulement des outils et des os, mais aussi des questions sans réponse sur ce que nous sommes vraiment. Homo heidelbergensis n'était pas seulement un pont entre espèces. Il fut peut-être le premier à nous montrer, de la manière la plus brute, ce que signifie survivre, accepter que le pire ennemi puisse avoir ton propre visage. Un prédateur façonné à ton image.